Cette rencontre comprendra 4 parties différentes. La 4e sera réservée à vos questions. Le but de ce séminaire, de ce webinaire, est de présenter 2 livres parus dans la collection Profession cadre, service public, que j'ai créée en 2008 et que je dirige depuis. Les 2 livres présentés ce soir sont le 19e, celui d'Anne Gillet, et le 20e, celui de Laurent Riotor. En gros, nous avons publié 2 ouvrages par an en moyenne. Cette collection est destinée aux cadres des 3 fonctions publiques de l'État, fonction publique territoriale, de la santé et également les personnels de la sécurité sociale. Elle porte sur le management public à travers des thèmes transversaux pour lutter contre la culture en silo étanche de nos administrations françaises. Pour illustrer cette collection, je ne citerai que 2 de nos best-sellers qui montrent bien les questions transversales que nous abordons. Le premier livre s'appelle « Les paradoxes du management par le sens », coordonné par Sylvie Trozat et Annie Bartoli. Et le deuxième, « Le bien-être au travail », coordonné par Olivier Bachelard. Actuellement, cette collection est la propriété du réseau des écoles de service public, le RESP, avec ses 38 écoles. Elle est éditée et diffusée par les presses de l'EHESP de Rennes, qui nous apportent un très précieux appui en permanence. La 3e partie de cette soirée sera réservée à une intervention conclusive de Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre. Je lui suis très reconnaissant, car je le sais très touché par le décès du président Valéry Giscard d'Estaing, que le pays honore aujourd'hui. Jean-Pierre Raffarin nous résumera sa vue de la décentralisation à travers quelques mots-clés: respect, confiance, intelligence, responsabilité. Alors j'en viens au livre que nous allons maintenant vous présenter. Le premier, Travailler dans les services publics, la nouvelle donne, a été coordonné par Anne Gillet, maître de conférences en sociologie au CNAM à Paris. Le second, Manager à l'heure des recompositions territoriales, a été coordonné par Laurent Riotor, professeur de géographie et directeur de l'IADT à Clermont-Ferrand. Nous avons donc, avec le CNAM et l'IADT, un établissement parisien et un autre en province. Vous pouvez dès à présent, et durant les 2 exposés qui vont venir, faire apparaître vos remarques et vos questions que nous reprendrons à la fin, après la conclusion de Jean-Pierre Raffarin. Pour commencer, je vais maintenant donner la parole à Anne Gillet. Anne, je vous avais annoncé que coordonner un tel ouvrage allait être une réelle aventure. Pouvez-vous nous en parler? Micro, micro. Oui, vous m'entendez à présent? Bon, merci beaucoup, désolée. Oui, merci. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cet événement et Monsieur Alain Bouvier, majordome de ce webinaire,
ainsi que les intervenants et les participants qui nous suivent derrière leur écran. Oui, ce livre fut une aventure et je suis ravie ce soir de vous présenter un certain aboutissement à travers un certain nombre de résultats. Alors, le sujet de ce webinaire est selon moi d'autant plus important et riche d'enjeux que les actualités nous portent à nous interroger vivement sur nos sociétés, sur notre travail et nos organisations. Dans nos vies quotidiennes, aujourd'hui, nous sommes amenés à vivre des changements où les services publics sont présents et ont des rôles particulièrement forts dans ces complexes. La pandémie de la Covid-19 qui traverse nos sociétés depuis cette année a mis en avant nombre de travailleuses et de travailleurs de nos services publics. Et j'espère aussi ce soir leur rendre hommage et je souhaite les saluer dans un remerciement particulier. Je suis d'autant plus touchée par le sujet que je suis moi-même agente du service public de l'État, chercheur en sociologie, à la fois sujette de ces transformations et actrice attentive aux belles missions portées par les services publics. Il m'est donné ici ce soir pour tâche donc de présenter cet ouvrage que j'ai coordonné et intitulé « Travailler dans les services publics, la nouvelle donne », afin de vous donner envie de le découvrir plus encore en le lisant. Alors, cet ouvrage s'est achevé ce printemps, en plein confinement, et à sa relecture aujourd'hui, un ensemble de constats et d'analyses qu'il porte me semble prendre une tournure d'autant plus forte et urgente. Bien entendu, ce soir, je ne pourrai pas exposer ici chacun des textes. Il y en a une quinzaine, écrits par une vingtaine d'auteurs, chaque auteur ayant un profil, des expériences professionnelles riches et diverses. Ces auteurs sont des acteurs et des témoins privilégiés de ces mondes professionnels, des agents, des managers des services publics, des formateurs, des enseignants, des chercheurs qui nous font part de leurs observations et de leurs analyses. Les auteurs ont ainsi, lors de ce projet de publication, œuvré de concert pour répondre à la question principale qui leur était posée: quelles sont aujourd'hui les transformations du travail dans les services publics? Vaste question. À partir d'études de cas concrets dans des secteurs variés du social, de la santé, de la sécurité ou encore de l'emploi, avec des textes d'analyse plus transversaux aussi, l'ouvrage permet de dresser un panorama à partir du terrain, du travail et des changements qui traversent les services publics. Cela dans plusieurs territoires urbains, ruraux, au niveau national, régional, en France métropolitaine et outre-mer et à l'étranger. Portant sur les transformations du travail dans plusieurs secteurs, ce livre donne à voir ainsi les évolutions des organisations du travail et des pratiques professionnelles, du management, des relations de travail, des relations avec les usagers et la société civile. Il offre des clés indispensables de compréhension de plusieurs transformations qui touchent les agents en termes de management, de pratiques collaboratives, d'essor des technologies du numérique et de ses effets, du rapport au travail et au sens du travail, et il éclaire en même temps les nombreux défis à relever par les agents dans les changements en cours. Il souligne aussi la nécessaire prise en compte d'enjeux stratégiques et sociétaux importants, tels que la qualité de vie au travail, la santé au travail et le handicap, le recours croissant au télétravail, l'intercommunalité ou encore le développement durable. Dans cet ouvrage sont ainsi présentées des transformations liées aux effets des réformes, de modifications organisationnelles ou de dispositifs, ou encore d'innovations technologiques, mais aussi des transformations plus quotidiennes que l'on pourrait qualifier d'ordinaires ou de micro-changements au cœur des activités et des relations de travail dans les modalités du faire ensemble. Cet ouvrage illustre fortement cette expression que je pose ici, le fait que demain est à inventer ensemble, c'est-à-dire un demain qui sera nouveau et construit avec les acteurs des services publics, acteurs multiples et multiformes, à un niveau local, sur le terrain, et également en coopération, voire en co-travail avec les usagers de nos services publics. Plusieurs textes montrent en effet ces processus en cours, où s'entremêlent à la fois des injonctions, des propositions ou des demandes de changement d'un mouvement de type top-down, et aussi des actions des acteurs sur le terrain dans un mouvement de type bottom-up. Dans une lecture transversale, l'ouvrage donne à voir plusieurs dimensions importantes des services publics, ainsi la proximité, le quotidien, l'interaction entre agents et avec les usagers, des traits qui font la mission et le travail de nos services publics et qui sont portés par les ressources des agents et de leur encadrement, qu'il s'agit aussi d'accompagner. Je vous propose à présent d'exposer quelques thèmes forts et transversaux aux différents chapitres que je vous invite bien entendu à approfondir par une lecture soit complète et transversale de l'ouvrage,
soit par des lectures choisies, des textes qui vous intéressent le plus, car vous pouvez évidemment aussi piocher chaque sujet qui vous concerne et vous intéresse plus particulièrement. Voici donc à travers ce zoom quelques apports selon moi principaux de l'ouvrage. Tout d'abord, le travail et ses pratiques. Les transformations portent sur le travail en tant qu'activité, pratique professionnelle. Le travail lui-même évolue. L'activité, les pratiques de travail, donc on le voit dans beaucoup de textes, des textes par exemple sur Pôle emploi, mais tous les textes aussi concernent évidemment des évolutions des pratiques de travail. Ce travail évolue ou est souhaité plus encore être un travail collaboratif, c'est-à-dire en coopération, en transversal, en horizontal, selon un mode projet, avec des méthodes agiles et avec l'inclusion des parties prenantes sur chaque projet. On constate un travail collaboratif qui se développe, c'est-à-dire un travail en à travers un travail en collectif, avec aussi un type de management particulier, j'y reviendrai plus bas. Les jeunes agents en particulier appellent ces organisations du travail plus horizontales, avec plus de transversalité selon des modes projet. Ces coopérations dénotent une agilité dans le travail des agents, avec des évolutions dans les méthodes et les organisations du travail. Certaines des organisations développées facilitent ces modes de coopération. Certaines innovations dans les pratiques de travail sont illustrées par de nombreux textes de cet ouvrage. Je renvoie aussi ici sur les textes sur l'intercommunalité sur les territoires, sur les coopérations menées avec la société civile. Les transformations concernent aussi le rapport entre les agents et les usagers, à travers notamment une participation des usagers et de la société civile, où il s'agit de développer une prise en compte forte des réalités vécues des usagers et de leurs particularités, à travers un service rendu au plus près possible de leurs attentes et besoins. C'est par exemple le cas dans le texte sur la PMI en Guadeloupe, mais aussi à travers la mise en place du numérique dans la gendarmerie. Avec un travail, par exemple, qui part de l'usager, donc la démarche est centrée sur eux. C'est ceux pour qui on fait, et cela devient aussi innovant. À voir aussi, par exemple, dans le texte sur Pleine Commune, où la participation des habitants interroge aussi le thème de la démocratie. Soulignons donc ici, à travers les textes, le souci fort d'être au service de l'usager, dans ses particularités et malgré certaines inégalités dans l'accès aux services, de par la disparité ou l'histoire des territoires. L'ouvrage donne aussi à réfléchir sur les perspectives même des lieux d'exercice du travail à l'avenir. Comme le souligne un texte de cet ouvrage qui cite le télétravail, en même temps qu'il analyse les espaces de coworking et autres tiers-lieux, ce télétravail qui va se développer fortement à l'avenir. Des accords ont d'ailleurs été tout récemment signés en France. Télétravail qui est notamment rendu possible grâce aux innovations numériques. Cela m'amène à un autre thème important de cet ouvrage qui est le numérique. Les technologies du numérique viennent en effet transformer les pratiques professionnelles et aussi modifier les relations entre collègues de travail et avec l'encadrement, modifier aussi les liens entre usagers et agents. L'ouvrage illustre les évolutions technologiques et numériques et leurs effets sur l'organisation, les activités, l'évolution des métiers, le rapport aux usagers qui attendent des réponses plus rapides et plus efficaces, pas forcément plus faciles, ou encore les effets de ce numérique sur les modes d'urbanisme. La transformation numérique souligne l'agilité sous-tendue, ainsi que les possibilités d'interaction fortes fréquentes entre agents et aussi avec les usagers. Cette transformation numérique transforme les pratiques de travail et la conception même du travail et de son organisation, à travers par exemple des démarches d'innovation collaborative ou de co-design. Certains métiers se transforment profondément, de nouveaux secrets dans le numérique, avec des missions et des compétences particulières. Ces technologies nécessitent aussi la transformation des cultures professionnelles et une des conditions de réussite est l'accompagnement du personnel par l'information et la formation professionnelle. L'ouvrage, à travers plusieurs textes, souligne ainsi les enjeux et les effets de la transformation numérique et de l'innovation collaborative qu'elle porte. Il montre aussi concrètement, à travers plusieurs cas, celui de la gendarmerie, du Pôle emploi, comment cette transformation peut permettre d'améliorer les conditions de travail et les services rendus au public. Alors, un troisième point qui me semble important de ces transformations du travail concerne la figure du manager comme accompagnateur des agents et des transformations. Cet ouvrage, comme Alain l'a rappelé, est paru dans la collection Profession cadre service public des presses de l'EHESP.
et il donne une part importante à l'analyse des transformations en cours ou attendues du management opérationnel dit de proximité. Rappelons que le manager de proximité est un acteur clé de la régulation dans le travail, c'est-à-dire qu'il a à jouer des rôles d'interface et de coordination, parfois au cœur de tensions et de contradictions au travail. L'ouvrage souligne à quel point il est essentiel pour le management de travailler avec ses collaborateurs dans l'interaction et la régulation entre personnes et groupes. Ce co-développement du travail ainsi permis facilite une adaptation au plus près des réalités du terrain, des besoins des acteurs et des usagers. Ce management opérationnel est ainsi appelé par les agents et du fait de certaines organisations du travail à être plus collaboratif et participatif, à ne plus être dans un mode strictement autoritaire et disciplinaire, mais bien d'ouverture, d'accueil et d'accompagnement. Ce management est appelé à développer des attitudes de bienveillance, voire d'empathie, tout en gardant des rôles d'évaluation, de prise de décision et de gestion des conflits. Il lui est demandé par les agents d'être moins dans le contrôle et plus dans la confiance en chacun et dans l'autonomie indispensable dont le personnel a besoin. Ce management est attendu aussi pour accompagner le personnel dans ces changements multiples qui le touchent et pour le soutenir à cela. La prise en compte de la santé des agents est aussi un trait indispensable et souligné qui est traversé et traité par quelques textes. Et on le voit dans cet ouvrage, ce manager est en effet un acteur incontournable pour développer la qualité de vie au travail, pour le bien-être et le sens au travail, pour être un appui majeur pour le personnel en situation de handicap. Tous ces rôles essentiels de l'encadrement nécessitent de sa part une attitude d'écoute, d'ouverture et je dirais aussi d'inclusion, en tenant compte des forces et faiblesses de chacun, et aussi de compétences accrues, notamment en matière de management d'équipe, de gestion et d'accompagnement des changements, d'agilité, afin d'être réactif et permettre l'adaptation. L'ouvrage souligne ainsi la nécessité de dépasser un mode bureaucratique, de ne plus appliquer quelques recettes empruntées ailleurs, voire plaquées d'une organisation à une autre, mais bien de développer des pratiques et une culture au travail permettant de réellement collaborer et de co-construire. Il s'agissait de grandes missions pour le management, mais des actions riches et qui semblent indispensables, comme le montre cet ouvrage. Certains de ces traits se retrouvent d'ailleurs aussi chez les agents. Et la pandémie que nous traversons aujourd'hui met en relief par les pratiques de travail ces éléments essentiels, tels que la capacité à s'ajuster, à inventer localement des solutions aux contraintes, à la complexité du travail. Travail réalisé parfois avec peu de moyens et en tension, mais souvent avec beaucoup d'engagement et de volonté, au risque parfois de sa propre santé. Enfin, je souhaite souligner que cet ouvrage permet d'illustrer, à partir de ces études de cas concrets, la prise en compte nécessaire d'enjeux sociétaux essentiels dans nos services publics, tels que, pour les agents, la prise en compte du handicap. Le texte sur le ministère des Armées, précurseur sur ce point, est important. La mise en place de démarches de qualité de vie au travail, celle de l'Institut aussi pouvant inspirer d'autres démarches en secteur hospitalier est intéressant aussi. Ou encore, à partir du cas dans un EHPAD, la mise en place de pratiques de développement durable et pratiques essentielles pour notre avenir, aujourd'hui sujet à des enjeux sans précédent. Je souhaite enfin rappeler quelques autres idées clés qui sont bien développées dans cet ouvrage, en particulier à la fin, et qui sont fortes. Cet ouvrage propose des analyses, des pistes d'action sur plusieurs champs et souligne les enjeux d'agir à ces niveaux, afin à la fois de mieux ou de bien travailler avec du sens et à la fois aussi d'être dans une démarche de performance et de qualité de nos services publics. Je cite ici, et pour conclure, quelques points. La nécessité d'agir au niveau des conditions de travail et de santé au travail, la nécessité d'agir au niveau de l'accompagnement par l'encadrement des changements réguliers que connaissent les agents dans leur travail, changements qu'ils soient technologiques, organisationnels, managériaux, sociaux ou environnementaux. La nécessité de renforcer le développement d'un travail en mode c'est-à-dire collaboratif, coopératif, co-constructif, qui est un besoin grandissant du quotidien du travail des agents, en lien aussi avec les attentes des usagers et de la société civile. Sachant que le rapport entre services publics et usagers évolue vers une plus grande participation des citoyens,
les clients, les usagers, les habitants, dans une participation aux activités et aux décisions d'ordre politique et public, avec donc une plus grande proximité attendue entre acteurs. L'ouvrage montre aussi un enjeu fort de préserver et de développer le lien social, notamment avec les citoyens frappés par des inégalités sociales, économiques, technologiques ou environnementales. Enfin, une idée clé, et j'en ai parlé déjà, la nécessité de favoriser une nouvelle figure de manager de proximité opérationnel, avec des profils professionnels, des formations, des modes d'organisation, pour accompagner les transformations en cours et à venir. Pour conclure, l'ouvrage donne aussi à voir certaines difficultés, des défis auxquels sont confrontés les agents et leur encadrement dans ce travail en constant changement. Difficulté à faire face à des changements réguliers ou ponctuels, parfois profonds, sans beaucoup de temps ou de moyens pour s'y préparer. Des difficultés, des enjeux sur les conditions de travail et d'emploi et sur les moyens matériels et humains disponibles. Je ne peux finir mon intervention sans souligner aussi l'actualité forte touchant l'exercice et les missions du service public. Actualité qui nous secoue et qui interroge l'emploi et les conditions de travail, dont les moyens dont disposent certains personnels. Actualité qui questionne aussi nombre d'agents des services publics sur le sens de leur travail et sur leur rapport à l'institution. Comme le dit aussi l'ouvrage, les agents sont attachés et très engagés à leur travail et à leur mission. En même temps, ils souhaitent plus de démocratie et de meilleurs moyens pour travailler, ce qui est d'ailleurs aussi une opportunité à saisir du côté de l'État et de ses dirigeants. Pour complètement finir, je ne peux que vous inciter à découvrir cet ouvrage qui a été, comme le disait Alain, une grande aventure à plusieurs niveaux. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci Anne d'avoir aussi bien respecté le timing. Il reste un petit peu de temps. Est-ce que vous pourriez dire plus explicitement quelles sont les principales études de cas très concrètes qui sont dans ce livre pour montrer la variété? Et puis, il y a une question qui est posée qui touche aux contractuels qui sont de plus en plus nombreux dans nos fonctions publiques et dans la question qui est posée, qui semble avoir de la difficulté, dans certains cas, à s'intégrer. Alors voilà, deux questions que je me permets de vous poser et vous avez encore 4 ou 5 minutes pour y répondre. Merci beaucoup. Oui, donc je vais simplement, j'ai le livre là sous les yeux évidemment. Donc par rapport aux études de cas, effectivement, comme vous l'indiquez Alain, elles sont riches et variées. Comme je disais tout à l'heure, sur des secteurs différents, à plusieurs niveaux, national ou régional. Nous avons une étude de cas sur l'intercommunalité sur les territoires, donc qui montre notamment le développement d'un management et de pratiques de coopération dans le travail avec des organisations du travail différentes. Il y a aussi une étude de cas sur le rapprochement agents territoriaux et société civile à partir de l'analyse d'un fonctionnement dans une ville, donc avec aussi une question de développement urbain et de démocratie. Il y a aussi une étude de cas sur Pôle emploi, avec une démarche projet justement qui permet de développer l'accès et le développement du numérique chez Pôle emploi pour là aussi être au plus proche des attentes des usagers et de leurs besoins. Il y a une étude de cas sur la révolution numérique dans la gendarmerie avec justement la mise en place d'outils numériques et de données numériques qui permettent à la fois une action plus adaptée sur le terrain et aussi donc de rendre des services plus grands et qui changent également les missions et les pratiques professionnelles des gendarmes et de leur encadrement. Il y a une étude de cas sur la mise en place justement d'une dynamique de développement durable en EHPAD
avec à la fois autour de cette démarche le développement d'un management et de pratiques collaboratives et une appropriation justement de ces pratiques. Également, nous avons une autre étude de cas sur les transformations du travail dans le service de protection maternelle et infantile en Guadeloupe, où on voit dans ce territoire unique qui s'inscrit dans une histoire riche, là aussi comment les agents agissent pour s'adapter aux changements qui leur sont demandés au niveau territorial et quel est le rôle aussi du cadre dans cet accompagnement des changements. Il y a aussi un texte très intéressant également, comme tous ces textes bien évidemment, sur le cas de Gustave Roussy qui développe une démarche de développement justement de qualité de vie au travail en faisant participer les équipes et en ayant justement des pratiques et des démarches managériales assez innovantes. Et puis nous avons aussi un texte d'étude de cas donc sur la prise en compte des personnes en situation de handicap à partir de l'exemple du ministère des Armées qui est précurseur aussi de cette attention et de cet accompagnement, de cette prise en compte du handicap à travers notamment les guerres et voilà, les effets des conflits. Voilà, et tous ces textes finalement sont travaillés ensuite d'une façon un petit peu transversale et sont recoupés par d'autres rapports qui proposent une analyse effectivement plus générale mais plus transversale aussi sur le numérique, sur les questions de sens et bien-être au travail, sur justement le rôle et les évolutions du management, sur également des perspectives sur l'avenir du travail. Je citais tout à l'heure le télétravail, qui d'ailleurs était fortement plus développé dans d'autres pays comme le Canada et qui, de fait de la pandémie aujourd'hui en Europe et en France, se développe à grands pas. Et puis, donc des textes aussi de perspective qui permettent de regarder et d'avoir une lecture aussi différente de ce qui nous arrive dans ces transformations du travail de nos services publics. Voilà. Merci Anne. Alors je propose que la question sur les contractuels, nous la gardions en mémoire et je vous la reposerai tout à l'heure quand on passera aux questions et ça vous permettra aussi de réfléchir à ce que vous allez apporter parce que la question est simple mais la réponse est certainement plus difficile à formuler. Merci Anne, c'était très clair. Merci beaucoup. Alors Laurent, il y a certainement des liens entre la sociologie, la géographie et les sciences politiques, des liens que tu croises dans tes travaux sur les territoires, des liens que l'on va trouver présents dans l'ouvrage que tu as coordonné. Alors, est-ce que tu pourrais commencer à nous évoquer quelle est la problématique de ce livre? Et puis, bien entendu, je trouverais intéressant, toi qui connaissais parfaitement les territoires depuis très longtemps, qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet, qu'est-ce que tu as appris en coordonnant ce livre? Merci Alain pour cette invitation. Bon, je vais intervenir à mon tour donc, pour présenter l'ouvrage qui évidemment est organisé, composé de la même façon que celui qu'a coordonné Anne Gillet. Mais je vais revenir peut-être répondre à tes questions et puis revenir effectivement un peu à la spécificité de cet ouvrage que j'ai eu le plaisir de coordonner et surtout le plaisir de lire tous les auteurs qui ont bien voulu y contribuer. Je vois que certains sont présents ce soir et je les remercie très vivement. Voilà, alors je dirais que d'abord, peut-être trois idées principales par rapport à ce livre. La première idée, c'est que c'est une trajectoire finalement, un projet initial
avec un produit final qui n'est pas tout à fait peut-être ce que l'on avait imaginé au début. Alors ça tient aussi à la durée de réalisation de cette collection qui est à la fois peut paraître un peu long parce que l'actualité parfois nous bouscule, mais qui est aussi, je crois, une grande qualité de cette collection parce qu'elle permet à tous les auteurs de mûrir leurs réflexions, d'avoir de multiples relecteurs. Et en gardant cette forme essentielle de cette collection aussi, qui est celui de chapitres courts finalement. Quand on dit, voilà, quand on a présenté tous ces chapitres, à chaque fois, c'est quelques pages et qui peuvent être lus effectivement de façon séparée et en tout cas qui à chaque fois donnent un éclairage tout à fait passionnant. Alors, le fil directeur au départ de cet ouvrage, c'était effectivement les territoires. C'était cette dimension des territoires qui déjà est un terme qui peut susciter de multiples discussions dans leur définition, évidemment. Alors au départ, on pouvait partir, s'agissant de la fonction publique, d'une définition institutionnelle, administrative des territoires. Mais évidemment, les territoires, ça n'est pas que ça, c'est aussi des espaces vécus, perçus par les populations, des bassins de vie, des territoires de projet portés par des élus, accompagnés par des cadres. Voilà, cette diversité finalement des territoires qui s'exprime par ailleurs à différentes échelles. Et donc, on a aussi tenu en quelque sorte dans ce livre, à partir d'expériences, d'études de cas à l'échelle communale jusqu'à l'échelon européen, typiquement avec des chapitres qui abordent aussi tous les échelons intermédiaires. Et tous ces échelons interagissent. Le deuxième angle d'attaque, c'était de voir les recompositions qui touchent ces territoires. Ces recompositions sont nombreuses. C'est le phénomène de métropolisation, la mondialisation, l'européanisation aussi d'un certain nombre de politiques publiques, mais c'est aussi tous les enjeux liés aux multiples transitions qui nous touchent, y compris environnementales. Et puis, c'est aussi des recompositions liées aux multiples réformes qui ont touché depuis longtemps, mais qui se sont accélérées depuis une dizaine d'années, avec notamment des fusions de collectivités et donc des échelles qui se sont accrues et qui renvoient après à des enjeux de management parfois extrêmement complexes. C'est évidemment la territorialisation de l'action publique qui est en cause. Et puis, c'est derrière ces recompositions toute la question des inégalités territoriales, voire des fractures spatiales et territoriales. Et donc aussi comment l'action publique, les cadres peuvent tenter d'apporter aussi leur pierre à l'édifice pour corriger ces fractures. Et puis évidemment, c'est un peu le lien entre les deux qui était questionné, c'est-à-dire en quoi ces transformations, ces recompositions transforment aussi le travail. Là, on rejoint ce qui a été évoqué précédemment, le travail des cadres, leurs pratiques, leurs modes d'action, leurs modes de gestion, les nouveaux défis auxquels ils peuvent être confrontés, y compris dans des formes de gouvernance aujourd'hui plus élargies, de numérisation, d'approche par les usagers, ça a été évoqué, de proximité. La question évidemment de l'accessibilité aux services publics dans les territoires était au cœur aussi de la réflexion initiale. Mais face à cette réflexion initiale, on a été confronté finalement aussi, dans la durée de réalisation de l'ouvrage, à deux événements majeurs qui ont beaucoup questionné les territoires. Le premier événement, c'est la contestation des Gilets jaunes. Et le deuxième événement, c'est évidemment la crise systémique due à la Covid-19. Alors, le premier événement, il était là quand les auteurs commençaient à rédiger leurs chapitres. Ils questionnaient beaucoup de choses. Alors, il y a des grands débats, évidemment, sur l'interprétation de ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce la confirmation, justement, des fractures territoriales et de l'opposition entre une France des métropoles et une France périphérique, ou bien est-ce que, au-delà de
de ces fractures, ce mouvement des Gilets jaunes ne révélait pas des questions peut-être plus profondes sur les enjeux de mobilité entre lieux de résidence et emploi, sur les questions finalement de services publics pas assez présents ou dématérialisés, qui renvoient à des enjeux finalement de lien social, de présence de l'action publique dans les territoires. Donc voilà, c'est une crise qui a interpellé tous les auteurs, je dirais. Et puis la deuxième crise, elle est plus récente, on est arrivé quasiment à la fin, à la dernière étape de réalisation de l'ouvrage, de nos deux ouvrages finalement, c'est cette crise que je qualifierais vraiment de systémique de la Covid-19. Et là, cette crise, elle a aussi révélé, c'est bien connu, il y a eu de nombreux articles là-dessus, l'ampleur des inégalités sociales et territoriales. Elle a renvoyé à des exigences très fortes de coordination des acteurs publics et privés. Elle a renvoyé une nouvelle fois au défi de la territorialisation de l'action, mais je dirais aussi des mesures de prévention, de contrôle de l'épidémie. Et surtout peut-être le besoin de collaboration entre les différentes échelles, entre les différentes parties prenantes, tout en renvoyant, et Anne l'a dit, à l'engagement souvent exceptionnel des différents agents dans les territoires, la continuité du service public qui a été souvent assez exceptionnelle et qui s'est révélé vital en tout cas. Et au-delà aussi, tous ces enjeux de complémentarité, pas toujours facile à trouver, entre l'État, les collectivités territoriales et le système hospitalier. Donc voilà, ces deux crises finalement ont peut-être re-questionné notre ouvrage, ont posé en tout cas d'une autre façon la question de l'organisation territoriale du pays, ont révélé le besoin des citoyens aussi d'être mieux associés à la vie des territoires et à la vie de la nation. On fait ressurgir des questions très très fortes de décentralisation, d'échelle pertinente pour l'action publique, qui sont des débats récurrents. Est-ce qu'on doit agir à l'échelle départementale, régionale, à l'échelle des bassins de vie, des territoires de projet? Et puis à renvoyer à des grandes questions sur la démocratie directe et participative, à la prise en compte de l'expérience des usagers, toute une série de points sur lesquels revient et reviendra encore Jean-Pierre Raffarin revient Jean-Pierre Raffarin dans son avant-propos à l'ouvrage, et il y reviendra tout à l'heure. Alors à partir de là, ben voilà, le résultat final, il intègre tout ça. Il pose la question finalement des effets, des résultats en termes de pilotage, de management de ces transitions, de ces crises, quels sont les défis auxquels les cadres doivent aujourd'hui faire face, notamment en matière justement d'adaptation et à ces transitions, à ces crises, comment être plus résilient, comment faire converger les politiques de l'État avec celles conduites par les collectivités territoriales ou avec celles évidemment portées par l'Union européenne, avec un chapitre très intéressant sur la manière de conduire aussi une approche à l'échelle, de piloter aussi à l'échelle européenne, et c'est un article de Chantal Moreau qui est présente avec nous ce soir. Voilà, doit-on aller vers davantage de décentralisation? Claude Deves, qui est présent aussi dans ce webinaire, a réalisé un chapitre tout à fait de synthèse vraiment remarquable sur tous les enjeux que porte cette question de la décentralisation. Alors, je ne vais pas citer tous les auteurs, mais voilà, encore une fois, ce sont des textes courts qui tentent de croiser finalement ces études de cas choisies en fonction de différents types de territoires, de différentes échelles de territoires, institutionnels, de projets, de diverses thématiques. Il y a en particulier un chapitre assez original sur cette question territoriale pour le service public de justice, où finalement, moi j'ai découvert, pour répondre à ta question Alain, que finalement dans le champ de la justice, il y avait presque des logiques un petit peu différentes, où on ne visait pas nécessairement la concentration, mais peut-être davantage de déconcentration et de proximité, avec aussi des nouveaux enjeux de conciliation, par exemple, qui re-questionnent plus généralement d'ailleurs l'action publique dans les territoires.
Évidemment, ces évolutions sur le plan thématique abordent aussi des questions très importantes sur la santé et l'organisation, notamment de l'approche qui passe finalement du territoire de santé ou du territoire de soins au territoire finalement de parcours de santé dans les territoires et qui peut justement mobiliser différentes parties prenantes. Des thématiques aussi sur des questions plus économiques et avec un chapitre aussi très intéressant sur cette thématique de la régénération économique dans les territoires et peut-être de nouveaux modèles de développement avec plein d'exemples issus des territoires. Une approche aussi plus prospective sur ces enjeux autour de la transition écologique, des nouvelles données du management territorial avec un article de synthèse tout à fait remarquable sur tous les enjeux auxquels sont confrontés les acteurs et les pilotes dans les territoires. Et puis un chapitre aussi, alors ma situation de directeur d'un institut qui forme aussi de futurs acteurs de l'aménagement et du développement des territoires, urbains ou ruraux, évidemment, il est très heureux d'avoir lu le chapitre sur la formation, tous les enjeux de la formation des cadres, alors notamment territoriaux, puisque nous devons cet article à l'ancienne directrice de l'INET. Alors pour conclure finalement, que retenir de cet ouvrage dans sa diversité, dans son extraordinaire diversité? Moi, je retiens finalement deux foyers un peu d'échanges, de débats, de controverses. Un premier foyer de controverse, c'est finalement les deux grilles de lecture qui sont proposées, qui sont en filigrane dans plusieurs chapitres, deux grilles de lecture sur l'action publique dans les territoires et je dirais pour les territoires aussi. Il y a une première grille de lecture qui peut paraître assez négative, évidemment, qui insiste sur des formes de retrait de l'État et la disparition du terme même parfois d'aménagement du territoire dans certains territoires. Voilà, y compris des nouveaux concepts qui apparaissent autour de la cohésion des territoires avec la création de ce qui remplace dans la longue durée notre ancienne DATAR, aménagement du territoire, aujourd'hui avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ces enjeux de cohésion, de réciprocité entre métropoles et territoires peu denses. Donc une lecture qui peut un peu s'interroger sur ces formes de moindre présence, de difficultés d'accès aux services publics, sur les fragmentations sociales, spatiales, peut-être aussi sur les accès de nouvelles formes de managérisation ou en tout cas des formes déjà un peu anciennes. Et puis il y a une deuxième grille de lecture qui me semble beaucoup plus positive et prometteuse. Alors, les deux sont présentes dans les territoires, y compris quand on les connaît au quotidien. Cette deuxième grille de lecture, c'est d'une part l'émergence de nouveaux défis, finalement, qui sont autant de sollicitations pour imaginer, pour créer. J'ai parlé des enjeux du développement durable, j'ai parlé de ces questions de cohésion sociale et territoriale que la pandémie nous fait évidemment prendre avec beaucoup plus de préoccupations. C'est la gestion finalement des communs, des biens communs, peut-être de nouvelles formes de management aussi dans cette approche en termes de biens communs. Et puis c'est aussi, de l'autre côté, au-delà des défis finalement, déjà le concret, des réalisations, des actions, finalement, avec des modèles de développement aujourd'hui hybrides dans les territoires, avec des stratégies nouvelles, des reliances, des coopérations, des réseaux qui se créent. Le foisonnement finalement, quand on regarde les territoires au plus près, le foisonnement des initiatives, des formes nouvelles d'engagement aussi des citoyens, la multiplication, bref, de tout ce qu'on appelle les innovations sociales, territoriales. Voilà, deux grilles de lecture, c'est, je dirais, un premier élément que je ferai ressortir de cet ouvrage. Et puis un deuxième foyer de controverse, alors là, qui touche plus particulièrement l'ingénierie publique dans les territoires ou pour les territoires. Qui renvoie, quand on lit en diagonale tous ces chapitres, finalement à la mission aussi des cadres de services publics, de ces pilotes.
Sont-ils des experts porteurs des politiques publiques? Sont-ils des facilitateurs, des assembliers qui doivent aider les projets à se faire dès lors qu'ils sont compatibles avec des priorités nationales, avec des missions de coordination, de mise en relation de l'ensemble des forces vives? Sont-ils des incitateurs finalement pour aider à l'émergence de projets, d'initiatives, pour accompagner la volonté des citoyens d'agir dans ces territoires? Bref, les définitions peuvent être multiples. Et du coup, les méthodes aussi, les métiers finalement évoluent. L'État n'est pas seulement dans son intervention classique régalienne de contrôle, d'application des normes, des lois, mais est aussi un acteur qui doit agir en concertation avec la diversité des parties prenantes dans les territoires. Et il doit, je dirais aussi, agir nécessairement d'une façon adaptée aussi à la spécificité de chaque territoire. Ce qui veut dire qu'en matière, encore une fois, de travail, mais ça a été dit dans le premier ouvrage, hein, il s'agit bien d'avoir une nouvelle approche du management basée sur l'échange, la proximité, les co-constructions et co-élaborations évoquées. Et je dirais que la crise sanitaire vient encore montrer encore plus cette exigence. Je l'ai dit tout à l'heure, la crise sanitaire a montré que tous ces échelons territoriaux sont véritablement interdépendants. Je dirais du quartier à la ville, de la ville au territoire de proximité, au territoire plus éloigné. C'est vraiment quelque chose qui, je dirais, est encore plus mis en avant que peut-être l'ensemble des auteurs ne l'avaient dégagé au départ de l'ouvrage. Et je dirais qu'il devient d'autant plus important peut-être que ces cadres publics pensent aujourd'hui davantage systèmes territoriaux plus que des catégories un peu figées d'espace, et avec la nécessité de travailler aux mises en relation, aux alliances urbain-rurales, au maillage urbain et métropolitain, et y compris ne pas oublier ces petites villes, ces villes moyennes qui font aussi le maillage de nos territoires. Et puis je dirais enfin que finalement, il y a des métiers nouveaux à reconnaître peut-être, dotés de compétences, de savoir-faire, de savoir-être propre, mais qu'il y a là des enjeux extrêmement forts sur la formation qui ne les parvient peut-être pas toujours à les reconnaître, y compris à faire évoluer ces approches pour valoriser, pour former à des compétences nouvelles en termes de gestion de projet, en termes, encore une fois, d'innovation managériale. Voilà, c'est des points qui ont aussi été évoqués. Et pour conclure, enfin j'aurais deux conclusions finalement hein, sur cet ouvrage. D'abord, je reprendrai les propos d'une collègue qui a fait le chemin d'être d'abord une fonctionnaire enseignante-chercheur dans une université et puis qui aujourd'hui est cadre d'une collectivité territoriale, d'une direction départementale des territoires et qui insiste finalement sur ce qu'elle appelle le côté Janus de l'État, avec peut-être une face tournée vers le passé, une face tournée vers l'avenir, avec deux visages. Celui qui évidemment est imposé par le respect du principe d'état de droit, avec un certain nombre évidemment de valeurs associées, et puis un second visage qui est aussi imposé par la nécessaire adaptation à la réalité concrète des territoires, aux besoins des territoires, aux différents partenaires présents dans un territoire. Et puis enfin, deuxième conclusion, en lien avec la présentation de l'ouvrage d'Anne Gillet, juste avant, je relisais le week-end dernier un rapport qui vient d'être présenté par ce think tank qui s'appelle la Fabrique Spinoza, qui s'intitule « Pour une fonction publique heureuse ». Alors, c'est un ouvrage, un rapport de près de 300 pages, beaucoup plus long que notre ouvrage, que nos ouvrages, mais et en relisant les préconisations de ce rapport de la Fabrique Spinoza, j'ai retenu six conclusions, il y en a d'autres, mais 6 conclusions
qui insistent, et je trouve qu'ils sont bien adaptés à ces enjeux des territoires, qui insistent premièrement à l'importance de redonner du sens à l'action, qui deuxièmement renvoie à l'idée qu'il est important de déployer une démarche collective de co-construction, qui troisièmement considère qu'il est important d'utiliser l'espace, je dirais aussi les territoires, comme des leviers de la transformation et des leviers des transitions en cours. Quatrièmement, l'importance de repenser l'organisation du travail par des modes de management innovants, mais ça, le premier ouvrage insiste beaucoup là-dessus. Cinquièmement, guider la transformation par les usages numériques et des usages numériques vertueux. Alors ça, c'est une notion qui sera sûrement à prolonger dans le futur. Et enfin, qui insiste sur l'importance de nouer des liens humains positifs. Et il me semble que ça peut être une belle conclusion de notre ouvrage. Dans les territoires comme dans toutes les organisations publiques, ne pas oublier de nouer des liens humains positifs. Je vous remercie. Merci Laurent. Alors, tu as également parfaitement respecté le timing. Ça va me permettre de te poser une question qui est apparue. Et au passage, comme j'ai vu que nous avons plusieurs collègues et amis québécois qui sont présents, je ne peux pas m'empêcher de leur faire un sympathique petit coucou. Bravo la belle province d'être avec nous. Alors la question, Laurent, concerne la formation des cadres dans nos 3 fonctions publiques, et la personne se demande s'il n'y aurait pas un décalage entre la façon dont on les forme dans la formation de ces cadres et les réalités des terrains et les réalités des territoires. Alors, là-dessus, qu'est-ce que tu aurais envie d'en dire? Qu'est-ce que ça t'inspire? Enfin, je pense que les formations, évidemment, évoluent en fonction non seulement des politiques publiques telles qu'elles sont définies, en fonction aussi des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui sont présents aujourd'hui, y compris dans les territoires. Donc, je dirais qu'au niveau de la formation initiale, on voit quand même des évolutions, et le chapitre sur ce plan-là, il y a 2 chapitres notamment qui montrent bien toutes ces évolutions, avec des nouveaux modules qui apparaissent, y compris dans une école comme l'INET, ou qui apparaissent évidemment dans toutes les écoles de services publics ou dans nos écoles d'ingénieurs ou nos universités. Donc je dirais que tous ces changements, ces nouvelles approches sont bien prises en compte. Après, peut-être, il y a 2 questions où il y a peut-être justement un écart encore, c'est comment tout ça est mis en application dans les territoires concrets, dans les postes occupés, en fonction d'un ensemble de contraintes déjà évoquées, et y compris ce fameux Janus que j'évoquais, entre à la fois la norme, le respect des lois, des normes, et puis l'idée de faire émerger des projets, d'être dans d'autres postures, en fait. Et là, il y a peut-être un premier écart. Et puis, il y a sûrement un deuxième écart qui est lié un peu à la formation aussi continue, la formation tout au long de la vie, qui est sûrement un élément aussi qui mériterait d'être travaillé. Alors, certes, dans certaines fonctions publiques, et notamment territoriales, il y a là des outils pour le faire, mais peut-être que plus globalement, c'est quelque chose qui mériterait encore d'être approfondi. Mais à la suite de ce travail fait autour de ce livre, est-ce que ça t'a incité en tant que directeur d'un institut de formation, est-ce que ça t'a incité à faire évoluer les formations que tu proposes? Je dirais que ça m'a conforté dans un certain nombre d'approches qu'on tente, peut-être trop timidement, trop progressivement, mais qu'on tente de mettre en œuvre. Voilà. Et alors évidemment, dans les formations, cette approche projet est présente depuis longtemps, mais tout ce qui peut renvoyer à des nouvelles façons de faire participer les citoyens, d'être dans des approches, ça a été évoqué aussi, de design de services publics, de créativité. C'est des choses que timidement on essayait de mettre en place, et il me semble que les chapitres des collègues qui une vision parfois encore plus large que celle que je pouvais avoir, vient vraiment conforter.
Très bien. Alors, on nous dit que nous avons une deuxième province canadienne présente ce soir, le Nouveau-Brunswick. Alors, bravo à tous, c'est vraiment très sympathique pour nous. Alors, je pense que on peut peut-être maintenant passer à la suite en donnant la parole à Jean-Pierre Raffarin, et nous reviendrons après sur des questions. En particulier, il y en a une qui a été préparée par quelqu'un et qui s'adresse à la fois à Anne et à Laurent, donc je la poserai tout de suite après. Donc j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, qui va prononcer un propos conclusif. Il avait aimablement accepté de préfacer l'ouvrage de Laurent Riotor, et donc il aura contribué doublement à cette soirée. Bonjour, je suis heureux de saluer toutes les personnalités qui sont ici autour de Laurent Riotor et qui ont participé à cet ouvrage managé au temps des recompositions territoriales. Pour moi, ce management est essentiel et j'ai vu dans votre réflexion deux sujets qui me paraissent majeurs. D'abord la condition, puis la mission. La condition de tout management, c'est le respect de l'autre. Ici, le respect des territoires, le respect de leur langue, le respect de leur culture, le respect de ce qu'ils sont. Trop d'arrogance, trop, au fond, de décisions verticales sont venues blesser cette conscience territoriale. Il ne s'agit pas forcément d'une citoyenneté spécifique, il ne s'agit pas d'une identité qui enferme, mais il s'agit de la reconnaissance d'une singularité. Et c'est, je crois, très important en termes de management d'exprimer ce respect. Il faut faire confiance, car aujourd'hui, c'est par le respect qu'on gagne la confiance, et sans confiance, il est difficile de manager. La condition, c'est le respect. Et au fond, la mission, c'est l'intelligence, fertiliser l'intelligence des territoires. Ces territoires ont un fort potentiel, ont de grandes capacités. Qu'est-ce que c'est que fertiliser cette intelligence des territoires? C'est d'abord la liberté et ensuite la responsabilité. La liberté, au fond, c'est ce qui génère du talent, c'est ce qui permet de l'expression, c'est ce qui permet la création, l'imagination de projets, la création d'initiatives. C'est au fond cette liberté qu'il faut donner aux territoires pour qu'ils puissent être davantage entrepreneurs. Entrepreneurs culturels, entrepreneurs économiques, entrepreneurs sociaux. Il nous faut cette capacité d'initiative. C'est pour ça qu'on a besoin de la liberté, mais il faut aussi, évidemment, l'équilibrer par la responsabilité. La responsabilité en termes de management, c'est qu'au fond, il faut pouvoir assumer un certain nombre de responsabilités. Quelle est cette République aujourd'hui qui donne un certain nombre de missions au territoire, mais par exemple, qui leur enlève tout rôle décisionnaire en matière de fiscalité? La responsabilité doit s'assumer. Et c'est la responsabilité qui peut être la limite de la liberté. Et c'est la liberté qui peut stimuler la responsabilité. Le management territorial, c'est ça. 1, la condition du respect, et 2, l'objectif de mobilisation de l'intelligence, et ça, avec le couple managérial de liberté, de responsabilité. Voilà mes convictions. Sachez que je vous ai lu avec attention et qu'au fond, je dirais que ce que mérite votre travail, c'est d'abord le respect. Merci. Alors, il nous reste maintenant un temps suffisant pour pouvoir entrer dans les questions et dans les réponses. Une question a été posée tout à l'heure, je vais la poser très brièvement. Elle s'adressait à la fois à Anne et à Laurent. Je vais la formuler ainsi. La crise que nous connaissons a provoqué un certain nombre de déséquilibres. Il y aura nécessairement une période post-Covid. Qu'est-ce qui va en somme se passer après cette période post-Covid? Est-ce que les problèmes rencontrés vont encore s'accentuer ou au contraire,
sera-t-il possible d'aller vers des systèmes, des territoires, des organisations qui permettront de les traiter autrement, peut-être comme disait Jean-Pierre Raffarin, de faire confiance, de donner davantage de liberté et davantage de responsabilité. Alors peut-être Anne, si vous voulez bien commencer. Merci beaucoup. Alors, la question est à la fois très, très large et très passionnante, et en même temps, c'est difficile évidemment de faire de la prospective et de savoir, de connaître l'avenir par rapport aux suites de cette pandémie qui nous touche encore. Alors, certes, concernant le travail, on s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments par rapport à cette crise. Bien sûr, il y a une prise de conscience, évidemment, concernant l'incertitude. Il y a une prise de conscience, j'allais dire, aussi des modifications voilà, qui nous touchent au quotidien, dans le concret de nos activités de travail, de nos pratiques, et aussi dans nos relations de travail. J'ai envie assez spontanément de parler, par exemple, voilà, des contraintes ou des tensions ou des difficultés vécues par les travailleurs et travailleuses qui se sont retrouvés en première ligne, finalement, pour faire face à cette pandémie, et qui ont été entre eux solidaires, qui ont fait preuve aussi, comme il a été dit, de certaines innovations concrètes, pratiques, de devoir parfois prendre des décisions par eux-mêmes, locales, directement, de façon très réactive. Donc ça, c'est une façon de travailler qui, sans doute, ou on espère peut-être, va se poursuivre, c'est-à-dire cette possibilité de pouvoir réagir rapidement, en s'adaptant et en étant au plus près, finalement, localement, des questions et des solutions qui peuvent être apportées. Ce que nous apprend aussi cette crise, c'est effectivement la nécessité, l'importance, ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que l'ouvrage que j'ai coordonné porte aussi en soi un certain nombre de transformations en cours qui ont été exacerbées par cette crise qui a touché le travail, cette crise du Covid qui a touché le travail. C'est justement cette capacité aussi à faire front ensemble, à travailler ensemble, à collaborer, à trouver des solutions ensemble. Et aussi, donc, il a été, Monsieur Jean-Pierre Raffarin a parlé de liberté et de responsabilité. Et c'est vrai que ça fait là aussi écho, c'est-à-dire la liberté ou la capacité à pouvoir réagir rapidement, sans passer par des grands circuits finalement, mais pour être au plus près des besoins. Et cette responsabilité aussi, c'est-à-dire être capable de répondre, de faire front. Alors, à la fois, je dirais, au niveau du coup collectif, au niveau individuel, et puis aussi, là aussi, certainement, dans une façon autre d'accompagner ou de manager ou d'encadrer donc les équipes, comme tu disais aussi Alain, avec sans doute la nécessité de faire confiance et de développer aussi certaine autonomie dans le travail, c'est-à-dire que les personnes, que ce soit des agents contractuels ou des fonctionnaires, voilà, cette capacité des personnes à faire face et à réagir de la façon la plus efficace possible. Alors, je voulais aussi parler du télétravail, puisque le télétravail qui a été très fortement... Alors, est-ce que c'est vraiment du télétravail que nous avons vécu, puisque ça a été imposé finalement pendant cette période de confinement, surtout la première au printemps. Mais c'est vrai que, par exemple, la question du télétravail qui aujourd'hui est largement, enfin est très fortement, ou en tous les cas a été très fortement développée et souhaite être poursuivie par de nombreux salariés, que ce soit d'ailleurs du privé ou du public,
puisque je pense qu'il y a eu jusqu'à 40% aujourd'hui de personnes en télétravail et les gens souhaitent pouvoir poursuivre, alors pas à temps plein comme on l'a connu, mais au moins quelques jours par semaine. Et cette pratique, finalement, elle pose aussi des questions en termes d'organisation du travail, d'articulation justement de la vie professionnelle, de la vie familiale, etc. Et pose question aussi aux collectifs de travail, comment préserver des collectifs de travail dans cette forme d'organisation du travail, mais aussi pose des questions aux managers, comment préserver la motivation, l'engagement, le collectif, comment encadrer des personnes qui sont en télétravail, etc. Donc là aussi, c'est une forme de travail qui s'est mise en place pendant cette crise et voilà, et qui se poursuit aujourd'hui et qui pose de nombreuses questions. Alors voilà, il s'agit effectivement aujourd'hui, on commence à le faire, d'avoir des enseignements de tout ce qui s'est passé, pour l'instant en tous les cas, de cette pandémie qui a modifié notre rapport au travail, qui a modifié notre rapport aux autres et qui continue encore à le modifier, notamment avec le télétravail, mais aussi dans les pratiques quotidiennes collectives, qui modifie aussi notre rapport à l'encadrement, à la prise de décision. Et sans doute les managers, pardon, là aussi ont à faire confiance. C'est un petit peu ce qu'on a constaté, la nécessité un peu forcée, mais finalement tout à fait riche de faire confiance à ses salariés, voilà, à ses équipes. Voilà, je pense à ces éléments-là, en tous les cas, de façon un petit peu spontanée. Et je pense qu'on a effectivement beaucoup à retenir de cette crise en termes de fonctionnement collectif, en termes de réactivité, en termes de solidarité aussi, et la nécessité aussi de la reconnaissance aussi du travail et le sens et l'engagement que chacun on porte à son travail, et aussi peut-être aussi du côté cette fois-ci des usagers, la perception aussi que eux ont ou ont eu des services publics. Je pense que ça a changé, et ça peut être aussi une évolution tout à fait positive. Voilà. Avant de laisser Laurent répondre, je compléterai bien la question par rapport à ce que tu viens juste de dire. De fait, pendant toute cette période, nos fonctions publiques ont fait preuve d'une sorte de grande flexibilité forcée, qui était non préparée et qui n'était pas volontaire, mais il y a eu dans les faits une très grande flexibilité, et également on fait preuve de beaucoup de résilience parce que l'hôpital a continué à fonctionner, les écoles d'une certaine façon, que ce soit à distance ou en présentiel, etc., etc. Mais une fois la crise terminée, est-ce que ces effets-là sont des effets durables, ou retomberons-nous dans la situation antérieure? Je prends le relais alors. Oui, oui. Anne pourra revenir sur ta dernière question. Bon, moi je dirais que vu du côté un peu des territoires, c'est vrai que moi je pense que l'État et je dirais aussi les acteurs publics plus généralement ont certainement aujourd'hui une bonne partie des éléments du diagnostic. Sur ce qui fonctionne peut-être moins bien, ces initiatives locales, parfois ces innovations très autonomes, etc. Donc, les éléments du diagnostic, on les a. Alors, même s'il peut y avoir des grands débats qui ne sont pas tranchés, je trouve qu'il y a des comparaisons, évidemment, entre les pays plus fédéraux, et un pays comme la France plus centralisé. Là, il y a des grands débats, y compris nos collègues juristes s'y intéressent aussi beaucoup. Et on voit que c'est d'ailleurs très compliqué. L'Allemagne n'est pas l'Espagne, voilà, qui n'est pas la France. Bon. Mais en tout cas, voilà, peut-être que sur ces éléments, notamment sur
la grande question de la décentralisation, de la déconcentration. Voilà, il y a peut-être des éléments, y compris pour les chercheurs, je dirais, qui restent un peu à creuser pour voir quel a été l'impact de tout ça. Et sans oublier évidemment toutes ces chaînes d'organisation, toutes ces reliances, tout cet emboîtement d'échelle qui est sûrement un élément fondamental dans la gestion de la crise. Bon. Donc il y a les éléments de diagnostic. Après, est-ce que ces éléments de diagnostic conduiront à des actions différentes, à des manières d'envisager l'action publique et le rôle de ces cadres? Voilà, moi je dirais comme Anne qu'on est plutôt sur une approche aujourd'hui en termes de scénarios. Hein, il y a plusieurs scénarios possibles. Disons que ne ressort pas un scénario qui pourrait être celui d'un monde d'après totalement transformé dans l'action publique, dans les territoires. J'ai échangé lundi avec un des auteurs de l'ouvrage que j'ai coordonné, qui suit toutes les discussions actuelles sur les contrats de plan, État-région, qui suit tous ces échanges, y compris de contractualisation avec les territoires de projet. Le sentiment qu'il en a, il était partagé autour de notre rencontre, c'est qu'on reste quand même dans un État qui a une vision encore très, très descendante et peut-être accrue, avec des questions qui reviennent, alors que Claude Devesse évoque dans son chapitre, hein, sur la place des départements, par exemple, qui reviennent en force. Alors, on a vu évidemment l'action des préfets, mais voilà, moi, aujourd'hui, je ne vois pas un scénario nécessairement dominant et un scénario qui irait vers davantage voilà, de prise d'initiative locale, d'autonomie. Mais je peux me tromper, il y a sûrement un autre scénario possible. Voilà. Après, il y a l'action publique, évidemment, elle est importante, et le rôle que jouent tous ces cadres. Et puis, il y a toujours aussi dans la vie de notre société, de ces organisations diverses, il y a toujours cette part que j'ai évoquée au début, hein, d'initiatives multiples. Et moi, je rejoins complètement Anne sur quand même ce modèle d'autonomie qui peut questionner, hein, d'autonomie locale, qui est aussi quelque chose qu'on sent un peu émerger avec ces initiatives, ces formes d'auto-organisation, y compris pour gérer des biens communs, justement, hein, à des échelles des échelles plus locales, qui peuvent laisser un peu de côté l'action publique, en tout cas. Et donc ça aussi, c'est des défis sur le fameux monde d'après. Anne, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de dire que pour cette suite qui est difficile à prévoir, effectivement, j'ai envie de dire que finalement, ça serait auprès des collectifs de travail et de l'encadrement, de leur encadrement qui peut justement les soutenir. Ça serait aussi à eux à eux, dans le sens, c'est eux qui l'ont vécu, c'est eux aussi qui ont pu constater certains bienfaits de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons d'échanger, des bienfaits ou des difficultés. Donc j'ai envie de dire, c'est à ce niveau-là aussi que le travail finalement d'analyse, de diagnostic peut se faire, et qui doit être évidemment porté aussi, les résultats pourraient être portés par l'encadrement supérieur ou la direction. Mais je sais que des REX, par exemple, des retours d'expérience ont été faits dans certains secteurs. Donc, il faut aussi, il s'agirait aussi d'utiliser finalement ces constats, des choses qui fonctionnent bien, qui ont bien marché, les retours positifs. Et j'ai envie que c'est du côté de ces acteurs, en fait, à se saisir de ça, mais évidemment avec le soutien de leur encadrement supérieur et voilà, et des directives plus générales. Donc, j'ai envie de dire, c'est à la fois au niveau des pratiques, hein, concrètes, et au niveau des collectifs et de leur encadrement, voilà,
qu'il y a aussi quelque chose à développer. Et c'est bien sûr une question aussi de volonté, de motivation, mais aussi de prise de conscience que certaines choses peuvent être continuées. Donc il y a un travail, j'allais dire, là aussi, d'appropriation, finalement, d'apprentissage, pour ne pas dire de co-formation, finalement, entre les différents travailleurs, les différents acteurs qui ont agi pendant cette crise. Merci Anne. Et nous avions eu tout à l'heure pour vous une question sur les contractuels. Est-ce que vous vous sentez prête à y répondre? Alors, évidemment, évidemment, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que dans l'ouvrage que j'ai coordonné, on n'a pas évidemment distingué les contractuels des fonctionnaires, etc. On a évidemment bien pris en compte l'ensemble du personnel, l'ensemble des agents travaillant dans les missions de service public. Bien évidemment, nous savons que dans les services publics, il y a un grand nombre de contractuels, alors soit en CDI, mais aussi en contrat à durée déterminée, et que ce n'est pas évident, évidemment, pour eux d'avoir, mois après mois, année après année, dans certains secteurs, accumuler des contrats, et que cette situation n'est évidemment pas confortable pour eux, ni parfois pour leurs collègues. Enfin, si je pars aussi de ce que je connais le plus dans l'enseignement supérieur, nous avons évidemment beaucoup d'enseignement supérieur et recherche. Nous avons aussi des collègues contractuels qui apportent énormément pour le travail, pour les missions d'enseignement et de recherche. De notre côté, évidemment, ces collègues-là sont complètement insérés dans nos activités. Vous voyez, évidemment, ils travaillent énormément, beaucoup, ils sont un support essentiel. Bien évidemment, on est confronté à un manque de moyens, notamment humains, en nombre de postes, etc. Donc, comment les intégrer? Alors ça, là aussi, j'ai envie de dire, c'est bien évidemment au niveau local et au niveau collectif, au niveau aussi de l'encadrement sur place, de travailler finement, finalement, sur le relationnel aussi, même si au niveau contractuel, on n'a pas forcément les moyens ou tous les leviers. Voilà, j'ai envie de dire ça, mais dans beaucoup de secteurs, évidemment, ils sont reconnus très fortement pour leur activité et pour leur apport essentiel à la marche des services, quoi, en fait. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas arriver pour l'instant. Y a-t-il une ou deux questions encore réservées? Alors, si Laurent et Anne, vous voulez chacun dire votre mot de conclusion, peut-être? Oui, si vous voulez. Donc, je tenais donc aussi à remercier Monsieur Laurent Chambaud, qui a fait la préface de l'ouvrage que j'ai coordonné et qui est directeur de l'École des hautes études en santé publique. Et effectivement, à travers cet ouvrage que j'ai coordonné, au début, on partait du travail, les transformations du travail, avec des grands thèmes qui pouvaient évidemment être abordés. Et je retiendrai aussi à travers cet ouvrage aujourd'hui, comme j'ai entendu tout à l'heure, en quoi l'ouvrage a pu transformer, la fabrique elle-même de l'ouvrage a pu transformer notre intérêt ou notre regard sur sur quoi on travaille. J'avais envie de mettre en avant évidemment la question de la santé au travail. La santé au travail et la qualité de vie au travail, hein, qui peut reprendre en partie la question de la santé. Ceci explique peut-être que dans nos best-sellers, nous avons justement un livre coordonné par Olivier Bachelard qui porte sur ce sujet-là. Et toi, Laurent?
Bon, j'ajouterai à mon tour, évidemment, d'abord, je reviendrai vraiment sur des remerciements. Voilà, un livre collectif, hein, c'est pas juste un coordinateur. Et évidemment, il essaye de trouver les bons auteurs et parfois il les trouve, mais en tout cas, ce sont les auteurs qui font un ouvrage. Et je dirais que, voilà, moi ce qui, en conclusion, je crois que c'est surtout cette idée de diversité et de prise en compte de la diversité qui me semble être vraiment à côté de la liberté et de la confiance évoquée par Jean-Pierre Raffarin. C'est peut-être cette idée de diversité dans les pratiques, dans les métiers, dans les territoires eux-mêmes, qui est peut-être l'idée qui reste, voilà, qui reste peut-être à creuser encore, hein, dans peut-être d'autres travaux ou d'autres recherches ou d'autres ouvrages. En tout cas, voilà, c'est vraiment la conclusion principale que je tirerai de cette aventure. Je terminerai par une conclusion personnelle. Quand Bernard Disembourg, qui dirigeait à l'époque l'ESN à Poitiers, m'a proposé de créer cette collection, son idée initiale était clairement de mettre de la transversalité dans des systèmes, je le disais tout à l'heure en introduction, qui fonctionnent par traduction en silos, et en silos incroyablement étanches entre eux. Et je réalise que 12 ans après, la situation a guère évolué et je n'avais pas soupçonné la difficulté à faire vraiment du transversal dans ce monde hyper cloisonné. Et alors que j'espérais beaucoup que cette transversalité mobiliserait, ferait plaisir, donnerait des occasions et des opportunités, elle est très très souvent vécue comme une menace, comme quelque chose qui dérange, qui détourne certains secteurs de la façon historique, ancienne, qu'ils ont de fonctionner, pour lesquels toute idée d'évolution est assez douloureuse. Alors, je pense que cette collection fait œuvre utile. J'espère bien qu'elle pourra encore continuer. Il y a énormément de sujets à traiter. Et celles et ceux qui sont là ce soir et qui auraient des idées ou des suggestions, d'une façon ou d'une autre, peuvent me les faire parvenir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et encore merci à nos collègues et amis de l'autre côté de l'Atlantique. Et merci à tous les auteurs. Oui, Merci. bien sûr. Bien sûr. Merci à vous.